La forêt sacrée de Gbepleu, un patrimoine à préserver, une forêt qui abrite des singes aux origines atypiques que nul ne doit chasser. Nous ferons une incursion dans cette forêt avec Eve Boy. Puis le Soudan déclare l'état d'urgence pour une période de 3 mois sur l'ensemble du territoire en raison des inondations records qui ont fait près d'une centaine de morts et détruit ou endommagé plus de 100 000 habitations. Les inondations touchent 16 des 18 États du pays et 500 000 habitants sont affectés par cette catastrophe. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La forêt sacrée de Gbepleu, d'une superficie de plus de 8 hectares, est le poumon de la ville de Mans. Elle participe aussi au rayonnement touristique de la ville avec ses singes sacrés. Mais depuis quelque temps, ce site est menacé et fragilisé par sa promiscuité avec des constructions anarchiques. Pour assurer donc sa protection, le ministère de la Francophonie et de la Culture l'a classé patrimoine national. Une protection renforcée avec le décret numéro 2020-424 du 20 avril 2020 définissant les modalités de protection des forêts sacrées. Plongeons-nous au cœur de cette forêt avec Eve Boy. La forêt sacrée de Gbepleu et ses singes sacrés. Ce site de 8,4 hectares est considéré comme l'âme de la ville de Mans. Plusieurs légendes sur l'histoire de la forêt sacrée, l'origine des singes sacrés et l'histoire du peuplement de la ville de Mans sont rapportées par les villageois. Ici n'a toujours pas été une forêt. D'abord, c'était le marché du village de Gbepleu. Gbepleu parce que le fondateur s'appelait Gbé. Tous les petits villages qui sont autour de la ville actuellement venaient faire leur marché. Mais il arrivait un moment où il y a des humains qui venaient au marché, on ne les voyait pas venir, on ne les voyait pas partir. Toujours les premiers à venir et les derniers à partir. C'est là l'un des féticheurs du roi lui dit un matin: l'endroit que vous avez pris pour en faire un marché, ce n'est pas un marché, c'est un lieu sacré. Vous vivez avec les génies de vos ancêtres et personne ne prête attention. Moi, je suggérerais que vous quittez ce lieu-là. Le marché ainsi délocalisé, la forêt s'y est implantée avec les singes. Puis arriva l'époque des razzias des armées de Samori Touré. Avant même que ce conquérant n'atteigne le village, le roi est allé l'affronter pour le repousser. Affaibli après cela et en quête de prospérité pour son village, le roi consulta son féticheur qui lui recommanda de sacrifier une jeune fille vierge à l'intérieur de la forêt. Il n'a pas eu d'autre choix que d'offrir sa propre fille prénommée Manlo en sacrifiant. C'est comme ça qu'ils l'ont enterrée vivante. C'est après le sacrifice maintenant que la forêt est devenue sacrée. Les saints qui sont là sont les génies protecteurs de la ville qui est là. Ce sont les génies de nos ancêtres, on ne les tue pas. Le nom de Mans est donné à la ville en hommage à la jeune vierge sacrifiée. Et la ville s'est développée jusque dans son état actuel. Bref, de nos jours, ce site est devenu un fleuron touristique majeur du pays. Je suis venue chez ma tante passer les vacances. Maintenant, elles nous ont emmenés dans ce lieu pour être un peu plus proche de la nature. Les singes sont tout mignons. Je suis venue voir les singes. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît. On leur a donné à manger, mais c'est quelque chose qui fait quand même peur. Parce que donner un truc à quelqu'un qui est sorti de la brousse là, tu ne sais pas comment il va réagir, tout et tout, mais bon, c'est bon, c'est passionnant. La première chose qui m'impressionne, c'est approche des humains sans avoir peur. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant. Un site touristique qui malheureusement fait l'objet d'agressions depuis quelques années. Un certain nombre de personnes du village de Gbepleu ont cru bon de vendre des parcelles importantes de cette forêt-là. Pour mettre fin à toutes ces menaces, la chefferie du village, les autorités administratives avec à leur tête le préfet des régions Soro-Kaya Jérôme ont initié diverses actions de sensibilisation des populations riveraines sur le bien fondé de la conservation du site. Des démarches auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour des mesures conservatoires ont été également entreprises. Ainsi, en août 2017, le ministère de la Culture et de la Francophonie a pris un arrêté qui inscrit la forêt sacrée de Gbepleu sur la liste de l'inventaire du patrimoine culturel national. Ça veut dire que ce patrimoine appartient maintenant à toute la Côte d'Ivoire. Donc nous devons prendre des mesures pour la protéger, pour protéger cette forêt-là et surtout, empêcher toute dégradation de cette forêt-là. Pour couronner le tout, les mesures conservatoires ont été renforcées par le décret numéro 2020-424 du 29 avril 2020 définissant les modalités de protection des forêts sacrées de Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, la partie dégradée de la forêt sacrée de Gbeppleu est en train d'être restaurée par le reboisement. Un véritable soulagement. C'est la deuxième cérémonie de planting d'arbres dans cette forêt. Nous tenons à la préserver. C'est un devoir pour nous de veiller à l'application stricte de ce décret. Il était important pour nous de donner un signal fort à travers cette opération que nous venons de mener pour montrer aux uns et aux autres que cette forêt mérite d'être préservée, mérite d'être protégée, mérite d'être valorisée. Nous allons continuer pour restaurer cette forêt-là. À partir d'aujourd'hui, je vois le préfet, le directeur de Eaux et Forêts, tout le monde, je leur dis merci. Je suis très content. Pour protéger cette forêt-là que nous parlons de l'ancêtre on laisse, que nous aussi on laisse à nos enfants, que nos enfants laissent à leurs enfants. Ce sont au total 1600 plants composés d'essences locales et de fruitiers qui ont été plantés sur la partie dégradée de la forêt afin de renforcer la biodiversité et favoriser l'alimentation naturelle des singes. Les actions vont se poursuivre pour la réhabilitation totale de cette aire protégée. Une clôture et un espace aménagé pour les touristes sont même envisagés. Les différentes populations sont exhortées à respecter l'intégrité du site. Je vous conduis à présent à Yamoussoukro où l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et le Bureau national d'études techniques et de développement Benet ont signé un protocole d'accord de partenariat à Yamoussoukro, la capitale politique dans le centre du pays. Cette signature vient élargir le périmètre de l'accord qui lie ces deux institutions depuis 5 années, qui inclut l'innovation, la recherche appliquée et l'intervention des professionnels du Benet dans les programmes de formation de l'INPHB et inversement. Le développement de nouveaux programmes se renforceront des capacités de développement pour les agents du Benet. Le reportage de Kader Sogodougou. Le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, Dr Kofi Nguessan, et le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement Benet, Kirapara Koulibaly, signent un accord de coopération qui vient intensifier leurs relations. Les points clés, la formation, la recherche, l'appui à l'insertion professionnelle des étudiants et dans le domaine du conseil et de l'expertise. C'est ainsi qu'ils pourront, main dans la main, œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'idée, c'est renforcer ces relations durables, avoir l'expertise du Benet pour les projets structurants que nous allons pouvoir mettre en place, avoir leur accompagnement aussi pour développer la recherche appliquée, pour l'innovation technologique, puisque nous allons avoir des laboratoires de haut niveau et avoir aussi la contribution du Benet pour renforcer ces enseignements ici à l'Institut. L'INP Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui est une grande école de formation d'ingénieurs de haut niveau qui regroupe donc plusieurs spécialités. Et ces spécialités-là sont des spécialités dont le Benet a besoin pour pouvoir continuer de travailler sur le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro entend, grâce à cette coopération, réaliser un vœu très cher, la Smart City, la nouvelle ville, un nouveau campus dont l'objectif est d'accroître significativement les capacités d'accueil des étudiants. Et puis les travaux de bitumage de voirie de la ville de Dabou se poursuivent. Ces travaux, selon le ministre Emmanuel Esmel, s'inscrivent dans le cadre du programme social de construction d'aménagement de la voirie de certaines villes du pays. Le bitumage de 10 km de certains axes de la capitale de la région des Grands Ponts va faciliter les conditions de vie et de déplacement des populations. Dabou, la poussière jusque dans les maisons et même dans les armoires. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la capitale du Léboutou vit au rythme des vrombissements des engins lourds de chantier routiers. Des engins qui effectuent depuis presque 8 mois des travaux de bitumage des principales voies de circulation. Un soulagement pour les usagers. Avant, nos routes là n'étaient pas bien. Il n'y a pas de passage. Il y a des déviait la route. Maintenant qu'il y a le goudron partout, les gars passent partout. Il y a des quartiers, quand tu arrêtes un taxi, les gars ne vont pas là-bas. Ils disent que la route n'est pas bonne. Soit tu as 500, 1000 francs. Maintenant, quand tu as 200, les gars s'en vont. Avec le bitumage de ces voies longtemps restées en état de dégradation, la ville de Dabou subit un véritable lifting et donne petit à petit fier à lui au chef-lieu des Grands Ponts. Le ministre Emmanuel Essis Esmel, en visite sur le terrain, rend hommage au président Alassane Ouattara,
le véritable architecte de tous ces projets de développement. Nous sommes très heureux parce que les entreprises et les agences nationales qui sont en charge de suivre ces travaux nous rassurent qu'ils sont à 85% de réalisation des travaux. Et je crois que ça fait partie aussi du bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de la Promotion des investissements privés assure que d'autres chantiers d'infrastructures sont en préparation et viendront accélérer le processus de modernisation du Léboutou. Nous avons un ensemble de projets qui sont dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, dans le domaine même d'infrastructures routières. Il y en aura encore d'autres. Ça, c'est une première tranche qui a été accordée. Il y aura une deuxième tranche qui va s'accorder parce qu'il y a des quartiers encore qui doivent être accessibles. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dès la semaine d'après, nous allons lancer tous ces chantiers. À l'image, je dis bien, de toute la Côte d'Ivoire qui bouge à tous ces niveaux-là. Pour ces travaux de bitumage, le linéaire porte sur 5,2 km, y compris les amorces. Dans 2 mois, ces ouvrages en construction seront intégralement livrés. La consultation sur la transition au Mali organisée par la junte au pouvoir avec les partis et la société civile s'est ouverte aujourd'hui à Bamako. Des concertations censées ramener les civils à la tête de ce pays confronté aux attaques djihadistes meurtrières. Les concertations se dérouleront sous la présidence du colonel Goïta, mais sans sa présence aux travaux. Le colonel Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP, a confirmé que les concertations nationales auraient bel et bien lieu et qu'elles commenceraient bien aujourd'hui avec un format différent de celui qui était d'abord envisagé. Les concertations au Mali débuteront donc samedi, non seulement à Bamako, mais également dans les capitales régionales du pays. Ce sont les gouverneurs qui auront la charge de diriger les travaux. Des travaux qui ne dureront qu'une journée et auront pour objectif, selon le colonel Ouagé, de valider les termes de référence de ces concertations. En clair, tous les groupes convoqués, partis politiques, sociétés civiles, syndicats, groupes armés signataires de l'accord de paix, vont devoir valider les objectifs des discussions à venir. Des objectifs qui concernent notamment la longueur de la période de transition, le caractère civil ou militaire des dirigeants, bref, tous les points sur lesquels les Maliens attendent d'être fixés depuis le coup d'État. Et du 10 au 12 septembre, les discussions à proprement parler vont commencer à Bamako avec des délégués régionaux, nationaux et des représentants de la diaspora. Au Soudan, sur l'île de Tuti, des sacs de sable face au débordement du Nil. Ces sacs de sable et de cailloux constituent de frêles barrages face à l'impétueux Nil, dont le niveau n'a jamais été aussi haut. L'île de Tuti est reliée à Khartoum par un unique pont. Khartoum, Soudan, de mémoire des Soudanais, le Nil n'a jamais été si haut. Sur l'île de Tuti, les habitants tentent de stopper les flots avec des sacs de sable et de cailloux. Avant, nous n'en souffrions pas car c'est une zone résidentielle et que l'eau du Nil n'inondait que quelques maisons. Mais en 2020, le Nil a tout inondé. On essaie de convaincre les habitants de l'île de partir, mais ils ne veulent pas. Les crues ont fait 94 victimes sur l'ensemble du pays. L'eau est entrée vers minuit. Les voisins sont venus nous aider et nous secourir, mais ils n'ont pas pu sortir les affaires de la maison. J'ai laissé mes meubles, j'ai juste pris mes enfants et je suis partie. Le Nil a atteint 17,57 mètres, record absolu depuis plus de 100 ans. Le Soudan a déclaré l'état d'urgence pour une période de 3 mois sur l'ensemble du territoire en raison des inondations records qui ont fait près d'une centaine de morts et détruit ou endommagé plus de 100 000 habitations. Et selon le dernier bilan de la défense civile, les crues ont fait 99 morts et 46 blessés dans le pays. Le niveau du Nil a atteint 17,57 mètres selon le ministère de l'eau de l'irrigation, un record absolu depuis plus de 100 ans, date du début des relevés sur le fleuve. Les inondations touchent 16 des 18 États du pays et 500 000 habitants sont affectés par cette catastrophe. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.